Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui explique en partie pourquoi je fais ces vidéos. C'est une question que je me pose. Pourquoi la France, elle n'est pas davantage au premier plan dans la tech? Et c'est une question importante parce que la tech aujourd'hui, c'est une forme de soft power, une forme d'influence, comme le luxe à la française ou la gastronomie. Aujourd'hui, les boîtes avec la plus grande valorisation dans le monde sont des boîtes de la tech. On est tous utilisateurs de plein d'applications dans lesquelles on confie des tonnes de données. Donc cette question, elle a du sens. Pourquoi on n'est pas davantage au premier plan? Et pour moi, il y a deux raisons principales. Il y en a une pour laquelle je ne vais pas m'apesantir très longtemps, j'ai pas beaucoup de levier d'action, vous non plus potentiellement, donc je vais aller vite, c'est l'investissement, ou plutôt le manque d'investissement. Mais par contre pour moi il y a un autre truc, il n'y a pas assez de CEO qui sont issus de la tech. Il n'y a pas assez de tech qui créent des boîtes. Et donc c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Bon, déjà, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je me resitue un petit peu, vous me connaissez sans doute pas, donc c'est qui ce type et pourquoi il parle de ça? J'ai créé une startup il y a un petit moment déjà, ça s'appelle Malte. Alors peu importe que vous connaissiez ou pas, dites-vous qu'aujourd'hui c'est à peu près 700 personnes, ce qui, je vous l'accorde, comparé à, je sais pas, EDF et ses 180 000 salariés, ça fait un peu petit joueur, mais en vrai c'est quand même pas mal. C'est, il y a peut-être 0,1% des boîtes qui font plus que 500 employés en France, donc voilà, c'est quand même correct. Et donc, forcément, j'ai un peu un avis sur la tech. Bon, maintenant que j'ai posé laborieusement les bases, je vais commencer le sujet par un point un peu polémique peut-être. Si on n'a pas assez de CEO qui viennent de la tech, une des raisons, pour moi, c'est parce qu'on a une approche trop servicielle en France. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Il faut bien comprendre un truc, c'est que la moitié des personnes qui bossent dans l'informatique bossent dans les SS2I. Donc on a la moitié des gens qui bossent pour facturer l'autre moitié. C'est énorme, c'est peut-être une exception un peu culturelle. Alors, attention, je ne suis pas en train de démarrer un procès à charge contre les SS2I, j'ai bossé en ESN, j'ai même créé une ESN, et j'ai aussi fait du service en freelance. Mais pour relier ça à mon sujet de départ, la culture qu'on apprend en ESN, elle est assez incompatible avec la création de boîtes tech pour faire du produit. Le modèle économique d'une ESN, c'est de vendre du service, pas du produit. En fait, plus exactement, on vend de la main-d'œuvre, du temps passé. Et le pire, c'est que ce temps, c'est du temps périmé. On vend du temps périmé, parce qu'on réfléchit à court terme. Alors attention, intrinsèquement, les gens qui bossent en SS2I peuvent être extrêmement bons, et c'est le cas, il y a plein de gens très bien, mais le modèle économique d'une ESN repose sur le fait de vendre des projets avec le maximum de personnes ou qui durent le maximum de temps. C'est tout. Le second effet qui se coule de ce modèle, c'est que les techs en ESN, ils ont tendance à rester enfermés uniquement dans le prisme de la tech. Déjà parce que on n'assume pas les conséquences de notre propre choix dans le temps. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, on n'est plus dans la même mission, donc finalement on perd la notion de résultat, la notion d'impact. Ensuite parce que les missions sont courtes, c'est ce que je viens de dire, peut-être 18 mois, 2 ans, il y a des exceptions, mais ça reste rare. Donc forcément quand on reste peu de temps et qu'on change de secteur sans arrêt, la seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est la tech. Et en plus, encore une fois, c'est lié au modèle économique, les meilleurs clients, ça reste ceux qui ont du budget, qui peuvent prendre des palanquées complètes de développeurs. Donc c'est surtout les grands groupes. Et dans ces grands groupes, les décisions autour du budget, des risques, des coûts, des gains, c'est plutôt une discussion interne. Donc les équipes de dev, elles-mêmes, elles sont assez éloignées de ces questions-là et donc relativement infantilisées sur les notions liées à l'argent ou la rentabilité. Et je rajoute une couche, qui dit grosse boîte dit aussi gros budget, et on perd facilement la valeur de l'argent lorsqu'on est sur des plateaux de centaines de personnes. Alors je pense que vous commencez un peu à voir le problème, on développe une vision court-termiste, essentiellement tech, sans notion de gain, de risque et de coût. Et ça, c'est pas forcément un bon terreau pour ensuite construire des boîtes, et même pire, j'ai envie de dire, ça donne pas forcément envie de le faire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, quand on bosse dans le secteur du service, un autre effet pervers, c'est qu'on est majoritairement entre gens de la tech. Les forces vives d'une ESN, c'est les équipes de développement. Et justement, ces équipes-là, elles ont tendance à développer une sorte d'esprit de clan contre les commerciaux, contre les équipes marketing, contre les clients finaux qui changent d'avis sans arrêt et qui comprennent rien à la tech. Ce qui est pas faux en plus dans certains cas, puisque c'est les équipes de prestation qui font la tech. Il faut vraiment se rendre compte, j'ai vu beaucoup de grandes boîtes du CAC 40 avec peut-être 90% des équipes composées de prestats. Pour moi, c'est pas une configuration gagnant-gagnant. On perd la main sur la tech d'un côté, puis de l'autre, on a une expertise tech qui se construit sans notion de temps long, sans notion de gain. Enfin, tout ce que je disais avant, quoi. Donc bref, ça incite pas les gens à créer des boîtes parce que ils vivent dans un écosystème fermé et en plus en développant une sorte d'antagonisme avec toutes les autres fonctions de l'entreprise. Alors tout n'est pas noir, cet écosystème il a aussi plein de points positifs. Je pense que le monde de la tech c'est l'un des plus ouverts et communautaires. Il y a des meet-ups, des user groups, des conférences pour partager sur les bonnes pratiques, les technologies. Et franchement, c'est pas dans tous les métiers qu'on voit ça. Des bénévoles qui s'échangent des astuces gratuitement, c'est pas trop dans le mindset marketing ça. Et une bonne partie des gens qui organisent ça viennent du monde des ESN ou du freelancing. En tout cas, je
pas si c'est une bulle de filtre dans laquelle moi je vis, mais c'est un peu ce que j'ai pu constater avec les années. Mais je regrette un peu que dans ces conférences, on parle surtout de tech, sans forcément faire des fois le lien avec le budget, le retour sur investissement, les résultats quoi. J'ai vu d'excellentes confs parler de bijoux d'architecture, mais vraiment des fois je me suis demandé combien ça coûtait par rapport à ce que ça rapportait. Et des fois je trouve que ça tourne aussi un peu en boucle sur les technos shiny, c'est pas toujours pragmatique. Et donc voilà, j'avoue que j'aimerais bien avoir des fois un peu plus de mélange entre la tech et le business. Donc encore une fois, hein, quand je relis tout ça à mon sujet de départ, il faut plus de CEO issus de la tech, tous ces éléments de culture qu'on reçoit en ESN, il faut un peu les désapprendre. Le pire étant, c'est que c'est pas forcément motivant de le faire. Pourquoi quitter sa zone de confort pour faire ça? Alors que on peut avoir une situation plutôt confortable dans ce monde-là. Mais au-delà de ça, quand je parle de service, il y a en vrai plusieurs sens à ce mot-là. On a une forte culture du service en France. Et c'est pas uniquement une question de ESN. Je m'explique. En fait, j'aime bien faire la différence entre les boîtes produits et les boîtes de services. Et quand je fais cette séparation-là, je serais curieux de savoir si vous avez une définition en tête. Je suis sûr que pour certains, si je vous dis ça, vous vous dites simplement, il y en a une qui vend du logiciel. Je vais vous proposer quelques exemples pour voir que c'est pas si simple. Par exemple, si je vous dis Airbnb et Accor. Il y a des chances que vous me disiez que Airbnb, c'est une boîte de tech dans le monde du voyage et que le groupe Accor, c'est un service hôtelier. Pourtant, les deux font du logiciel. Si je vous dis Taxi G7 et Uber, les deux ont une app mobile pour réserver un véhicule. Pourtant, je pense que vous identifiez plus facilement Uber comme une start-up et Taxi G7 comme un service de transport. La question, elle repose d'une part sur la façon dont on voit le logiciel au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est un centre de coût, une commodité supplémentaire qui sert de canal d'acquisition, ou est-ce que c'est le vecteur de croissance principal? Mais au-delà de ça, j'aime bien aussi dire que c'est la façon dont on approche et dont on résout un problème. Tous les problèmes du monde réel ont souvent plusieurs solutions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches qui permettent de les résoudre. Je donne un petit exemple, je connais une boîte, je ne vais pas donner le nom parce que c'est pas le but, mais c'est une boîte qui pèse plusieurs milliards et qui propose toute une gamme de services. Vérification d'identité, helpdesk, call center, etc. Le modèle de cette boîte est extrêmement serviciel. Ça repose entre les mains d'une équipe commerciale qui va définir un cahier des charges très spécifique avec un client et qui va vendre ensuite le service en question. En général assez cher parce que extrêmement customisé pour un client donné. J'ai évidemment un cas en tête parce que j'avais discuté avec eux pour un service de vérification d'identité. Alors c'était cher, mais en plus le principal souci que ça me posait c'était les temps d'opération de l'ordre de la journée. C'est-à-dire qu'en gros pour une vérification d'identité ça pouvait être plusieurs journées. Et à côté de ça j'ai regardé une boîte qui avait automatisé toute la chaîne avec moins de customisation, c'est vrai, ça a demandé plus de travail de mon côté, mais avec un temps de validation dans la minute. Les deux approches marchent. L'approche servicielle et l'approche produit, elles vont toutes les deux fonctionner, en fonction des contraintes qu'on a. Donc moi j'ai tendance à privilégier l'approche logicielle, qui est plus scalable d'une part, et parce que j'ai aussi mes biais, et parce que je trouve aussi ça plus satisfaisant de créer du soft versus de définir des process humains. Mais peu importe en fait, il faut les deux approches sur un marché donné, parce qu'en fait ça va correspondre à des clients différents. Et si c'est pas encore clair, j'ai encore une autre façon d'expliquer ça. J'aime bien cette citation, c'est attribué à Henry Ford, et il aurait dit: si j'avais écouté mes utilisateurs, j'aurais créé des chevaux plus rapides. J'aime beaucoup cette phrase. Donc le fait de créer des chevaux plus rapides, si tant est que ce soit faisable par, par croisement, etc., ça répondait sans doute à un besoin de mobilité à une époque, et peut-être que c'était une solution qui se valait. C'est-à-dire que, entre guillemets, ça c'est ce que j'appelle l'approche servicielle, qui essaie absolument de prendre quelque chose d'existant pour l'adapter à un client donné. C'est de l'optimisation. Alors que l'approche produit, ou plutôt je devrais dire l'approche technologique, c'est d'essayer d'inventer une approche différente avec la technologie, et ici par exemple l'invention de la voiture. Et encore une fois, tout ne peut pas se réinventer. Donc l'approche servicielle, l'approche optimisation, elle fonctionne parfois. Bref, serviciel versus produit. Je pense que voilà, j'espère avoir réussi à expliquer la différence. Et pourquoi je dis qu'on gagnerait à avoir plus de CEO issus de la tech? C'est parce que ces différences d'approche-là, pour résoudre les problèmes, elles dépendent beaucoup des origines académiques des gens qui créent les boîtes. Globalement, les personnes issues d'écoles de commerce ou du monde de la finance, ils vont plutôt avoir une approche servicielle. Et les personnes issues de la tech vont plutôt avoir une approche produit. Alors c'est pas tout noir ou tout blanc, j'aime pas ce genre de généralité, il y a plein de contre-exemples, mais vous avez l'idée. Et donc, je ne dis pas qu'il faut que des boîtes avec des gens qui viennent de la tech, et uniquement de la tech. Je pense que c'est important d'avoir un mélange. Mais justement, en France, on a un déséquilibre assez fort, et pas assez de personnes issues de la tech à la tête des boîtes. Je parle pas d'être juste CTO, c'est bien, mais c'est pas ça que je dis, c'est pas suffisant. Ça, c'est l'une des différences majeures qu'on a, par exemple, avec les États-Unis. Si on regarde les grandes boîtes, les GAFAM, par exemple, elles sont, je crois, toutes créées par des gens qui ont été tech. Parce que si vous regardez Jobs, si vous regardez Bill Gates, si vous regardez Zuckerberg, tous ces gens-là, c'était des ingénieurs. Même aujourd'hui, si vous pouvez les assimiler à des personnes qui sont pures dans le business, c'est pas exact. Ils ont démarré vraiment avec les mains dans le cambouis. Et une partie de ce qui fait leur force, c'est qu'ils ont une vision de produit native. Ils sont capables de faire des paris technologiques. Plus proche de nous, dans l'écosystème français, le seul qui correspondrait à cette définition, c'est Xavier Niel. Alors vous appréciez ou vous appréciez pas, ça c'est vous qui voyez, mais c'est une personne à qui on doit des vraies avancées dans le domaine de l'accès à Internet et au mobile. Et c'est aussi quelqu'un qui continue d'investir dans la tech.
dans Clever Cloud, dans Deezer, dans Station F et j'en passe. Donc c'est un bon exemple pour montrer que c'est possible déjà, que des techs puissent faire des boîtes, puis ça montre aussi qu'avec la différence d'approche, il a apporté quelque chose de différent par rapport aux acteurs en place. Et si on regarde un peu dans le passé, je pense qu'une partie des instants manqués qu'on a eu, je pense à, Capitaine Train, Dailymotion, Copain d'avant, Viadeo. En fait, il y a sans doute un mélange de plein de choses, manque d'ambition, manque de passage à l'échelle, manque d'investissement. Je ne connais pas tous les dessous, il faudrait que j'investigue un peu plus, mais pour moi, il y a aussi certainement un manque de vision tech. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est important dans le monde d'aujourd'hui d'avoir plus de boîtes tech, ça fait partie du soft power, ça fait partie du rayonnement d'un pays. Bon, revenons au sujet, j'ai parlé des problèmes liés à une culture très orientée service en France, j'ai abordé le fait que les boîtes étaient plus souvent créées par des non-tech, mais en fait, on a un cercle vicieux en France, on a un mécanisme de reproduction sociale. En fait, la majorité des investisseurs aujourd'hui, qui sont là pour financer les startups, en fait, ils sont majoritairement issus d'écoles de commerce. Et forcément, ils font plus confiance à des CEO qui viennent du monde des écoles de commerce. J'ai des exemples en tête, j'ai des histoires comme ça, où des personnes issues de la tech, ils ont été voir des investisseurs et on leur dit « c'est très bien votre boîte, mais il faudrait que vous trouviez un CEO pour bosser avec vous ». Ce qui est un peu dommage. Ça veut dire que, apparemment, c'est pas naturel de devenir CEO quand on est ingénieur. Alors, je dis le monde des startups, il y a un mécanisme de reproduction sociale tout aussi similaire, mais dans les grands groupes. C'est les conseils d'administration qui sont globalement constitués aussi de gens qui viennent des mêmes cursus. Bon, c'est un petit peu dommage, c'est évidemment un manque de diversité, ça se ressent globalement dans l'innovation logicielle dans les boîtes. Maintenant, est-ce que c'est les seules raisons? Ce serait commode de le penser, mais je pense pas. Ce serait un peu facile de croire que c'est la faute des ESN, de la reproduction sociale, etc. Une grande partie du problème vient aussi des techs. En France, on a un bagage culturel, un bagage académique qui est très bon, mais qui est aussi très tourné uniquement sur la technique. C'est-à-dire qu'on développe des compétences qui sont majoritairement autour de la tech et au détriment de pas mal d'autres choses. Globalement, c'est toutes les capacités de communication qui sont pas trop abordées ou mal abordées dans les cursus tech. En tout cas, moi à mon époque c'était le cas, j'ai pas mal négligé cette partie. Et c'est dommage parce que c'est important, il faut savoir vendre un produit, il faut savoir construire une histoire, il faut savoir convaincre tout simplement, il faut savoir mettre en avant la tech dans l'entreprise et juste, même, ne serait-ce que construire et défendre un budget d'innovation. Et un autre élément encore que je trouve important, c'est le manque d'ambition. On a une profession qui a tendance à être beaucoup dans une certaine culture du contrôle, et on a du mal à annoncer des objectifs sur lesquels on ne contrôle pas réellement le résultat, desquels on n'est pas vraiment confiant. Ou tout simplement, on n'aime pas non plus trop mettre les choses en avant. En fait, quand on commence à donner des objectifs un petit peu trop ambitieux, on a l'impression de mentir. Je pense que c'est un problème d'approche. On ne sait pas se vendre, en fait. Voilà. On sait clairement pas se vendre en tant que tech. Pour ça, c'est une chose, mais il y a aussi un sentiment que c'est sale. Et c'est culturel, c'est lié au fameux French bashing, et même plus spécifiquement le startup bashing de façon plus générale. On a un souci avec l'argent. On a un souci avec la réussite. En fait, dès que quelqu'un se dit « tiens, j'ai cet objectif-là, c'est ambitieux, etc. », en général, il y a plein de gens pour lui tomber dessus. Alors ça peut être pour plein de raisons, ça a déjà été fait, ça marchera jamais, et de toute façon, c'est pas net, quelqu'un qui a envie de réussir. Et je trouve que c'est particulièrement marqué dans le domaine tech, parce qu'il y a aussi une culture autour du partage, de l'open source, des communautés, ce qui est très bien, mais ça ne devrait pas être le seul modèle de réussite. Alors je me rappelle parce qu'on m'a déjà dit, c'est Vincent, c'est une personne avec qui j'ai créé Malte, on est 3 à la base à avoir créé Malte, et Vincent m'a déjà dit il faudrait que les techs aient un peu plus d'arrogance. Cette phrase elle est bizarre, comme ça j'ai mis longtemps à la comprendre. Au début je me disais, attends, j'aime pas trop ce terme, mais maintenant je le comprends. L'arrogance c'est, par exemple, si je parle à n'importe qui en France de la nourriture française, on sait être arrogant, on sait reconnaître ce qui est bon, et on sait vendre cette culture de la nourriture à l'étranger. Ça, j'aimerais bien le retrouver dans la tech. Quand on parle de la French Touch dans l'art, dans la culture, là aussi, on sait le défendre. On est tous fiers, par exemple, du succès de Expédition 33, et surtout de toutes les petites références à la France dedans. Je pourrais parler aussi du studio Fortiche, qui a fait la série Arcane, qui vient de Montpellier. On est fiers de ça. Quand je parle du French Flair dans le rugby, c'est reconnu. Par contre, si je parle de la French Tech, alors là, ça crie dans tous les sens. Et c'est dommage. Il faudrait qu'on soit un peu plus fiers de ça. La French Tech, elle a plein de défauts. L'un des premiers, c'est que globalement, il n'y a pas beaucoup de tech dans la French Tech, mais n'empêche qu'elle est copiée ailleurs. Au Japon, par exemple, ils essaient de s'en inspirer pour créer leur écosystème de start-up. Donc mine de rien, si on considère que le premier objectif de la French Tech, c'est l'image, ça fonctionne. Ce serait bien que ce soit un peu plus équilibré en termes de présence entre tech et business, et qu'on parle plus de tech et pas uniquement des promesses de disruption du monde. Je ne le refais pas, je pense que vous m'avez compris. Mais quoi qu'il en soit, c'est dommage que dans le monde de la tech, on ait du mal à valoriser des atouts comme ça. Bon, maintenant, j'ai pas envie de conclure cette vidéo-là en disant juste ça. J'ai pas envie de rester sur un constat négatif, ce qui serait un peu contradictoire avec le fait de critiquer le French bashing. Donc moi, j'ai envie de parler de ce qu'on peut faire. Bon, déjà, si on récapitule, on peut prendre les arguments dans l'autre sens. En tant que tech, il faudrait comprendre que la tech, c'est pas qu'une question de technique. Il faut s'intéresser à la finance, au marketing, à la vente, aux clients. Et puis, il faut apprendre à communiquer et à communiquer plus et mieux. Alors comme ça peut un peu sonner, y a plus qu'à. Mais dans un sens, moi, j'ai envie déjà d'y croire parce que je trouve qu'on est sur la bonne voie. Parce qu'on a déjà un écosystème qui monte. On a un écosystème qui s'est beaucoup développé dans les 15-20 dernières années. J'ai commencé environ en 2001. L'écosystème était extrêmement petit.
Le peu qu'on avait créé avait été éclaté façon puzzle avec l'explosion de la bulle internet. Vers 2005, dans mes souvenirs, il n'y avait pas grand chose. Alors je me rappelle de quelques boîtes, je me rappelle de Business Object, je me rappelle de Criteo, j'en oublie évidemment. Le problème c'est que quand un écosystème est petit, c'est un souci. Parce que c'est compliqué de recruter. Il y a peu de gens qui viennent d'entreprises qui vous ressemblent. C'est compliqué aussi de trouver des fonds, parce que l'écosystème, il n'a pas une taille critique pour attirer des investisseurs. Et puis, de façon générale, il y a peu d'échanges entre les boîtes pour partager les bonnes pratiques. Aujourd'hui, on a un écosystème qui a beaucoup grandi sur les 10 dernières années. Il y a énormément de licornes qui sont apparues. Alors, peu importe que vous appréciez le mot licorne ou pas. En fait, d'ailleurs si, c'est important. On va se mettre un peu dans l'ambiance de cette vidéo, c'est positif d'avoir des licornes. C'est important pour le rayonnement de la France. Et le rayonnement économique, c'est lui qui conditionne pas mal de choses, dont la dépendance intellectuelle et politique d'un pays par rapport à d'autres, de la même façon que les GAFAM, ils sont importants pour les US ou les BATX pour la Chine. Bref, les licornes, c'est bien. Et il y a tout un tas de licornes qui sont apparues dans les dernières années. Et c'est pas un hasard que la fréquence de création de licornes augmente. Chaque boîte tech qui marche participe à renforcer l'écosystème. Il y a beaucoup plus de gens qui vont d'une boîte à une autre. Il y a beaucoup plus de personnes aussi qui apprennent de l'intérieur comment créer les prochaines boîtes. Les anciens de Criteo, les anciens de Doctolib, les anciens de Malte, Back Market, les anciens de toutes ces boîtes-là, eux-mêmes, ils vont créer des boîtes. Donc il y a un phénomène d'expansion qui est plutôt positif. Puis au-delà de créer des boîtes, il y en a qui essaient de contribuer, comme ce que je fais. J'ai régulièrement des conversations avec des gens dans la tech, qui ont plein de parcours différents, des questions différentes. Aujourd'hui, c'est plutôt en visio, parce que je suis au Japon, donc forcément c'est un peu plus compliqué, mais je rentre bientôt en France. Et bref, je vois des gens et je me dis, c'est dommage, toutes ces discussions-là qui peuvent servir à d'autres, j'aimerais bien passer un peu à l'échelle. Voilà, donc ça c'est encore un peu un travers d'informaticien. Encore une fois, on en revient à la différence d'approche entre quelqu'un qui vient du service et quelqu'un qui vient de la tech. Moi j'ai une approche tout de suite qui est, comment est-ce que je peux scaler quelque chose ? Je fais des vidéos. Bon, je reviens sur les éléments positifs dont je parlais. Autre élément positif, en fait, il y a pas mal de Français qui nous montrent que le bagage qu'ils ont acquis en France, il est plutôt bon. Il y a énormément de Français, par exemple, dans la Silicon Valley, il y a 70 000 Français environ, et beaucoup qui bossent dans l'IA. Et c'est pas surprenant parce qu'on a un bon bagage théorique. Je pense à Yann Lequin, Luc Julia, qui était dans la Silicon Valley, qui vient de revenir aujourd'hui en France. Je les cite pas tous évidemment, mais vous avez l'idée. Dans les autres éléments que je peux citer qui sont pour moi assez positifs, c'est qu'aujourd'hui on commence à considérer correctement les carrières tech. Avant c'était simple, vous étiez tech, vous étiez bon, on vous demandait de devenir manager, et c'était pas toujours une super décision. Désormais il y a une double échelle de salaire qui se met en place un peu partout, et qui permet aux tech de progresser dans leur carrière en tant que tech, et qui sont davantage reconnus pour leur impact. Donc c'est possible maintenant de grandir en tant que tech dans des positions de staff engineer, de principal engineer, de philo engineer. Ça on le voit maintenant, alors que je le voyais quasiment jamais il y a 10 ans. Un autre élément qui, je crois, s'est amélioré, j'ai la sensation, je peux me tromper parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas été à l'école, mais j'ai la sensation que les écoles prennent un peu plus en compte ces dimensions, justement, de soft skills, d'entrepreneuriat. J'ai vu beaucoup plus d'élèves aujourd'hui qui sortent de l'école en se disant « Tiens, je vais créer une boîte, je vais créer un produit ». Ça, je le vois beaucoup plus qu'avant. Est-ce que c'est un effet loop? Est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est lié par exemple à toute une certaine culture qu'on retrouve sur Internet avec des gens qui vous promettent la lune, et du coup, ça aurait convaincu plein de gens, mais pour des mauvaises raisons? Je sais pas. Je pense que ce serait un peu caricatural de penser que c'est que ça. Moi, je pense qu'il y a un vrai changement d'état d'esprit dans les écoles qui ont compris que la tech, c'était pas qu'une question de technique. Donc ça aussi, moi, de mon côté, je le range plutôt dans les côtés positifs. Bref, je crois beaucoup au fait que ça s'améliore déjà. Évidemment, j'ai beaucoup parlé des startups ici, mais je pense aussi à plein d'autres boîtes un peu plus traditionnelles et qui sont importantes dans l'aviation, dans l'automobile, dans l'énergie, dans les transports, et qui devraient profiter d'une nouvelle génération de tech plus ouverte, meilleurs communicants. Et dans tous les cas, elles vont bénéficier d'un écosystème de start-up plus vivant, parce qu'une partie de ces boîtes-là, elles vont être ensuite rachetées par ces grands groupes, et c'est de tout temps comme ça qu'une partie de l'innovation, elle se fait. Elle se fait souvent à l'extérieur pour ensuite être réintégrée par des rachats de start-up. Donc on a du boulot, on a des défauts à corriger, mais c'est tellement intéressant quand on commence à mélanger technologie et business, technologie et finance, technologie et question de société aussi. Bref, soyez ambitieux, soyez arrogants, je sais pas si c'est la bonne conclusion ça, mais on va se contenter de ça aujourd'hui. À la plus.